Et moi j'ai une bonne blague aussi sur le Michael Myers qui ressemble quand même un peu, quand tu lui enlèves le masque, c'est Jacques François dans dans Le Père Noël est une ordure, quoi. Le mec il est tout chauve. Bon, c'est pas une bonne blague, ok, d'accord. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence, bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs chatoyants, prêts à vous servir les meilleures punchlines et leurs analyses les plus fines. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Julien. Bonjour Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, celui qui nous observe, tapis dans l'ombre, à chaque enregistrement, sur le qui-vive, il n'hésitera pas à tailler en pièces le moindre bafouillage. Bonjour Alain. Miaou. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Vous pensiez en avoir fini avec lui ? Eh bien non, c'est pas encore pour cette fois. Lui, c'est Michael Myers, l'incarnation même du mal, qui revient à Halloween pour semer la terreur dans la petite ville de Haddonfield. Vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler d'Halloween Kills, le 12e opus de la franchise qui est sorti ce 20 octobre en salle. Ce nouvel épisode se déroule quelques minutes seulement après la fin du film précédent, Halloween, sorti en 2018. On y retrouve Laurie Strode, blessée à l'abdomen et en route pour l'hôpital. À ses côtés, sa fille Karen et sa petite fille Allison. Elles ont laissé derrière elle Michael Myers, le terrible tueur, pris au piège dans le sous-sol d'une maison en train de brûler. Évidemment, il parvient une énième fois à s'échapper et le carnage reprend. Pour la 6e fois, Jamie Lee Curtis incarne Laurie Strode, donc la babysitter d'Halloween, La Nuit des Masques. On l'avait retrouvée en 2018 avec le reboot de la franchise porté par Miramax, Trancas et Blumhouse pour le 40e anniversaire du film original. Et la plupart des acteurs du film précédent rempilent aussi pour cette suite. Mais ce n'est pas tout. Des personnages apparus dans le Halloween de 78 font également leur retour. De l'autre côté de la caméra, David Gordon Green remet le couvert. Il avait déjà réalisé le film de 2018 et sera aussi aux manettes du 3e et dernier volet de cette trilogie, Halloween Ends, prévu pour 2022. Après un succès critique et public pour Halloween 2018, Halloween Kills semble bien parti aussi. Avec un peu plus de 50 millions de dollars son week-end d'ouverture, selon la presse spécialisée, il s'agirait d'une des meilleures ouvertures au box-office pour un film sorti pendant la pandémie, avec en plus une sortie simultanée sur une plateforme de streaming, puisque Halloween Kills est également disponible sur Peacock. Mais alors, c'est le moment où je me tourne vers l'équipe. Halloween Kills, est-ce que ça tue ? Comme son nom l'indique. Est-ce qu'on va le voir au cinéma ? Attention, vous n'avez droit qu'à un oui ou un non. On développera juste après. On a le droit qu'à ça ? Ouais. Mais avant, on avait le droit à des trucs, on pouvait se pencher. Avant, tu avais droit à un mot. T'as déjà trop parlé. Et tu ne le préparais du coup, pas. C'est tout, je peux pas répondre, du coup, j'ai déjà trop parlé. Donc, tu as le droit de dire oui ou non. Alors, on y va pour voir l'affiche, parce qu'elle est assez jolie. Et finalement, on va voir Le Peuple Loup de Tom Moore, qui sort le même mercredi, et qui est un vrai bon film. Marie ? Non. Stéphane ? Non. Ok, bon. C'est accepté, c'est un mot. Maintenant, vous allez nous expliquer pourquoi. Qui veut commencer ? C'est toujours le blanc, il n'y a personne qui veut se lancer. C'est comme... On attend, moi je suis très sage, on m'a dit que j'étais pas assez... Donc j'attends tes directives. Non, je vois Marie qui lève la main, Marie qui est très motivée. Marie, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Non, moi je veux bien commencer. En fait, c'est un film... Moi j'avais un peu déjà des problèmes avec le film précédent. J'avais l'impression qu'il savait pas trop ce qu'il voulait raconter, qu'il s'éparpillait, qu'il se perdait un peu avant de devenir intéressant dans son tout dernier acte, dans la maison... qui était un huis clos dans la maison de Laurie Strode, avec 3 générations de femmes dont la vie avait été ruinée directement ou indirectement par Michael Myers. Et donc, c'était vraiment le seul moment qui devenait intéressant. Et pour moi, le film s'arrêtait au moment où il devait commencer, pour moi. Et du coup, j'avais un peu d'espoir pour celui-là, en me disant, du coup, comme ça reprend littéralement au moment où l'autre finit, il va enfin se passer des choses intéressantes et tout.
Et donc non, désolée. Spoiler. Voilà, donc pour moi, c'est d'où mon nom juste avant. En fait, c'est comme le premier, j'ai l'impression qu'il sait pas exactement ce qu'il veut raconter, il lance des trucs, il y avait cette idée d'une ville sous une espèce d'hystérie collective qui veut se venger d'une menace d'il y a 40 ans qui aurait pu être intéressant. Ils ont essayé de faire un film un peu social, révélateur de, je sais pas, une Amérique profonde dans l'ère Trump, machin. Mais en fait, ça ressemble plus à The Purge qu'à autre chose. Pour moi, c'est pas très intéressant, c'est pas très très bien traité. Surtout, les personnages vont de décision stupide en décision stupide et ça sort vraiment beaucoup du film, même si voilà. C'est quand même souvent un truc qu'on a dans le cinéma d'horreur et dans le slasher, mais il y a un moment où on te dit que Michael Myers c'est la menace ultime, que le mec ne meurt jamais, et les mecs trouvent le moyen d'avoir un coffre rempli de guns et de partir avec une batte de baseball à la main, de ne pas achever Michael Myers. Il y a un moment où tu dis en fait vous l'avez cherché donc vous méritez ce qui vous arrive. Et il y a aussi le problème du fait que Laurie Strode, comme tu disais, part à l'hôpital. Et en fait, on la voit pas de tout le film parce qu'elle est à l'hôpital. Et c'est un peu compliqué de pas avoir une seule confrontation entre elle et Michael Myers où il y a pas vraiment de vraies menaces autour d'elle. T'as l'impression qu'elle joue dans un autre film en fait. Et le personnage un peu badass qu'on voyait, moi je la trouvais super dans le film précédent et c'était le seul truc que je sauvais du premier film de David Gordon Green. Et du coup là, il y a plus ça non plus puisqu'elle passe le film littéralement en blouse d'hôpital dans une chambre quoi. Et elle se met un coup de piqueur dans le cul quand même. Oui, alors j'avais oublié ça, mais oui, bien sûr. Merci Julien. Oui, puis elle fait sauter ses agrafes au ventre au passage aussi. Mais tu vois, c'est le moment où tu dis bon, allez, d'accord, allez, ça y est, elle retourne à l'action, et puis tout de suite non. Puis elle retourne au lit, quoi. C'est vrai que c'est un vrai gros problème, quoi, parce que moi je suis d'accord avec Marie. Je trouve qu'il y a, en fait, sur ces deux films. Parce que moi je les rapproche quand même. Celui-là est bien pire que le précédent quand même. Faut le dire, c'est vraiment, il y a des moments moi je trouve ça assez embarrassant, hein, vraiment. Il y a des trucs grotesques qui me font penser. C'est marrant, on en parlait hors antenne tout à l'heure, mais vraiment du slasher, mais bas du plafond. Il y a, dans l'attitude, le comportement des victimes, mais même dans le choix des victimes. Je trouve que ouais, c'est vraiment grotesque. Et après, il y a et on peut reprocher plein de trucs en fait au film, notamment dans sa facture et tout. Mais il y a un truc qui, de toute façon, conceptuellement, sur ces deux-là, à mon sens, ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que il me semble que le projet de David Gordon Green et de Blumhouse, enfin de toute l'équipe, c'est d'essayer de faire des suites qui retrouvent réellement la saveur du film de Carpenter. Vraiment, il y a un truc où on s'inscrit directement dans cette lignée-là. Mais le Halloween de 2018 est censé se passer juste après. Est censé être une suite du Halloween de 78. Oui, c'est 40 ans après, mais qui efface toutes les autres suites, en fait. Toutes les suites, exactement. Mais il n'y a pas que ça, si tu veux. Il y a le fait que Carpenter soit clairement impliqué, qu'il fasse lui-même la promo de Kills et de ça. Il a composé la musique aussi. Il compose la musique avec son fils. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de... Et puis évidemment que Jamie Lee Curtis revienne. Donc il y a cette volonté d'aller sur le truc de Carpenter. Mais moi, qu'est-ce qui fonctionne sur le Carpenter en fait ? Qu'est-ce qui fait que Carpenter, il a fait encore... Enfin, c'était un de ses nombreux grands classiques. C'est un chef-d'œuvre complet, quoi, son Halloween. C'est l'épure. C'est ça qui marche, moi, je pense, chez Carpenter. C'est l'épure. C'est des films hyper simples. C'est le premier Halloween, c'est un concept hyper basique. Le personnage est taillé, tac, c'est des grands coups comme ça, des gros blocs. C'est un monolithe qui avance. Il n'y a pas de psychologie chez ce personnage, il n'y a pas de comportement atypique, un tout petit peu, parce que ça aussi c'était le grand art de Carpenter que quasiment personne d'autre que lui ne sait manipuler, cet art de faire mettre une touche d'étrangeté tout à coup au milieu du film qui fait que tu bascules complètement dans une terreur irrationnelle. Là en l'occurrence dans le premier Halloween, je me souviens quand il plante un gars en fait contre un mur avec son couteau, puis t'as Michael Myers qui le regarde en penchant la tête, et ce personnage qui avance, qui est une ligne droite tout le temps, qui tout à coup prend le temps de regarder sa victime en penchant la tête, c'est glaçant quoi. Et donc c'est la pureté comme ça, et qui va aussi avec ce principe de mise en scène qui était l'utilisation du Panaglide là, qui était la copie du Steadicam, donc avec ces travelling là, très droit tout le temps, avec ce décor à plat, bon.
Et là, le fait de vouloir faire une suite directe en renouant avec les personnages, en les reprenant bien après tout, contraint David Gordon Green et puis toute l'équipe à faire que des circonvolutions dans tous les sens. C'est ça, en fait, ces deux films-là. C'est qu'ils cherchent tout le temps, et puis ils t'expliquent, et puis des machins et tout. Et du coup, c'est pas simple du tout, hein, ces deux films-là. Hein. Ils sont compliqués pour rien, et ça marche pas du tout, parce que c'est pas impactant, en fait. Je sais pas si je suis... C'est surexplicatif, en fait. Moi, j'aime pas ce côté un peu révisionniste des films qui veulent effacer toute une suite de la saga, enfin toute une énorme partie de la saga avec des suites qui étaient pas forcément bonnes, hein, mais qui prétendent faire mieux, effacer tout ça et faire mieux, alors que clairement ils font pas mieux. Et ce que j'aime vraiment pas, c'est ces côtés flashback qui reviennent et qui retournent. Ça, c'est un gros problème. Moi ça, en fait, à chaque fois, donc il y a des gros moments de flashback très très longs. Parfois, on revoit même les mêmes plusieurs fois. Donc c'est d'une lourdeur quand même sans nom. Donc ils reviennent dans les événements de 78 en retournant des scènes pour accrocher les wagons, en fait. Pour montrer d'après la perspective d'autres personnages qu'on n'avait pas vu à l'époque. Le personnage d'étoffer le 1, c'est complètement débile. Ils essaient de complexifier le 1 pour retrouver des points d'accroche pour se justifier, parce se que légitimer. c'est ça, parce qu'en fait, ils savent pas quoi raconter dans ce film-là, et du coup, ils ont inventé ce personnage du flic qui était dans le précédent, qui avait pas réussi à tuer Michael Myers pendant cette nuit de 78. Du coup, ils font des flashbacks quand ils sont rentrés dans la maison et que le mec a pas réussi à tirer dessus, mais par contre, il a tiré sur son collègue. Du coup, le trauma, machin. Le vrai trauma et en de fait, pas avoir tué le personnage. Et en fait, c'est super lourd pour rien, et t'as vraiment ces flashbacks qui reviennent, mais vraiment avec un très bel imitateur de Donald Pleasance qui est ridicule aussi, là, qui apparaît. Mais c'est pas ça le problème. Le vrai problème pour moi, c'est que tout à coup, David Gordon Green, pour le coup, il se confronte directement à Carpenter dans ces scènes-là. Et David Gordon Green, avec la petite affection que j'ai pour certains de ses films, c'est pas vraiment John Carpenter. Il y a qu'un John Carpenter, c'est John Carpenter. Il y a un seul mec qui cadre comme John Carpenter, c'est John Carpenter. Parce que c'est ce que tu disais, en fait, le truc aussi avec la mise en scène du film, du Carpenter, du film original, en fait, c'est que c'est la mise en scène qui définit le monstre, littéralement. C'est-à-dire qu'il apparaît, disparaît, en fait, suivant ce que Carpenter décide, en fait, d'utiliser. Et du coup, c'est une présence qui est surnaturelle, alors que c'est un être humain, normalement, en fait. Et c'est le cinéma qui le rend surnaturel. C'est le cinéma qui le rend, en fait, qui l'incarne comme le mal absolu. Parce que c'est ce que c'est, en fait, Michael Myers. C'est le mal absolu. Et en fait, ce que le film raconte, si tu prends techniquement exactement ce qui se passe quand quelqu'un se retourne, qu'il est plus dans le champ, etc., c'est pas possible. Ça marche pas comme ça, en fait. Tu peux pas raconter ça comme ça. Ce n'est que par le prisme, en fait, de la mise en scène que tu racontes ça. Ces films-là, avec quelques belles images, quelques trucs, etc., ne fait jamais ça. C'est-à-dire, c'est jamais pris en compte. Donc là, effectivement, à partir du moment où ils essayent de se confronter à Carpenter à proprement parler, ça marche pas. Mais l'autre problématique, c'est que moi, ma formule sur le premier, c'était ça, et c'est la continuité. Donc c'est la même chose, c'est que le Carpenter, il était écrit juste ce qu'il faut, et surtout il était supérieur en mise en scène, et là en fait c'est beaucoup trop écrit et pas assez mis en scène, en fait. C'est vraiment la problématique de cette trilogie, on va dire, puisqu'on n'a pas encore vu le prochain, évidemment, puisqu'il n'est pas fait, mais ça sera probablement la même chose, puisque c'est exactement ce qu'ils ont fait avec le 2, entre le 1 et le 2, quoi. Là, le truc, c'est que du coup, moi, quand je regardais ce film-là, je me posais la question de qu'est-ce qui fonctionne, en fait, dans ce film ? Les scènes qui peuvent fonctionner. C'est le masque, c'est le couteau, c'est la musique. En gros, t'as ces trois trucs-là, ok, mais c'était déjà là. En fait, c'était déjà ce qu'ils avaient fait. Et donc, en fait, quand ils essayent de tourner autour de ça et se poser des questions, et moi, je me disais, comment est-ce que tu réinventes le slasher ? Parce que, effectivement, il y a cette notion, comme disait Marie, en fait, d'effacer X suites, en fait, si tu veux, qui sont discutables ou pas, en fait, si tu veux, dans leur qualité, mais qui se posaient elles-mêmes toutes ces questions autour du personnage. De comment est-ce qu'on va filmer, en fait, Michael Myers ? Qu'est-ce qu'on lui fait faire de plus ? Qu'est-ce qu'on lui fait faire d'autre ? Etc., etc. Qu'ils se posent exactement ces questions-là, là aussi. C'est-à-dire alors là, leur premier truc, en fait, qui est assez rigolo, c'est le générique d'ouverture. Alors, on refait le générique d'Halloween par fétichisme, comme on l'avait fait sur le précédent. Et là, en fait, le précédent, c'était la citrouille qui se recomposait, une manière de dire, attention, il n'y a pas eu d'Halloween pendant 40 ans, et maintenant, nous, on le fait, donc voilà. Donc ça se posait comme note d'intention où ils se sont, à mon sens, complètement chiés. Mais là, sans celui-là, t'as l'impression que c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est-à-dire, tu vois des citrouilles qui se mettent à chanter. Si t'écoutes la musique à part, elle est cool, la musique. Mais si tu regardes la scène, en fait, c'est littéralement le générique de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et là, enfin, je veux dire, enfin, non, mais façon de parler dans l'idée, quoi, si tu veux. Et c'est rigolo parce que d'un seul coup, tu vois des citrouilles qui apparaissent derrière des citrouilles, pour faire le chœur, en fait, tu vois, du morceau de musique. Et c'est...
Enfin, rien que ça, déjà, ça peut pas fonctionner, quoi. Ensuite, les quelques autres idées où tu te dis, tiens, comment est-ce qu'on va utiliser Michael Myers, qu'est-ce qu'on va en faire, etc., etc. Moi, je me disais à chaque moment où il apparaissait dans le champ et qu'en fait, il était confronté à un personnage, je me demandais vraiment, je me disais, tiens, qu'est-ce que ce personnage va faire? T'as une nana à un moment donné qui prend, c'est une des survivantes dans leur flashback, en fait, qu'ils ont d'une des gamines du premier qui revient, en fait, qui met en fait 5 briques dans un chiffon, là, et en fait, dans un sac, et elle va pour lui. Moi, je me dis, tu fais une scène entière avec ça. Vraiment. Carpenter, il aurait fait une scène entière avec ça. Et en fait, c'est non, elle lui met un coup dans le truc, le mec, il moufte pas, et puis il court derrière. Et tu te dis, putain, mais vous faites rien avec ça. Pareil avec la meute, c'est-à-dire que t'as tout ce truc, en fait, avec tous les... Pour moi, ça, c'est plutôt une bonne idée, en soi. Tous les habitants d'Haddonfield qui disent, maintenant, il y en a marre, Michael Myers, il meurt ce soir, quoi. Et en gros, les mecs se rallient tous ensemble pour le défoncer, et la scène, en fait, c'est fait chou blanc. Moi, je sais pas, mais à un moment donné, quand tu regardes cette scène, à la fin, tu te dis, mais il n'y a pas de comment dire... Déjà, elle est pour le coup, elle est vraiment mal filmée. Tu parles de la scène finale où... la scène de meute à la Frankenstein, on va dire. Mais parce qu'il y a cette scène-là, tout le monde se rassemble d'abord à l'hôpital. Et le problème de cette scène à l'hôpital, c'est que il s'attaque à un faux Michael Myers. Il pense que c'est Michael Myers. Alors, d'un seul coup, Michael Myers, il fait 2m20. Alors qu'en fait, c'est le pingouin de Batman. C'est un petit gars trapu dans leur esprit. Tu te dis, mais comment vous avez réfléchi à votre... Ils l'ont pas forcément vu. Moi, c'est ce qui me... C'est ridicule parce qu'en fait, il n'y a pas de prise en compte du spectateur qui, lui, le voit. Je sais pas, moi, ce qui me gêne vraiment, c'est que c'est ce que disait Marie tout à l'heure, c'est que pour le coup, t'as vraiment l'impression d'être atterri dans un autre film, quoi. Autant je suis d'accord avec tout quand ils se mettent en groupe, et en plus, pour le coup, c'est un truc que j'ai pas vu dans les slashers, où ils se mettent en groupe et ils vont pour le tuer, Michael Myers. Mais comme tu l'as dit aussi, il y a pas de... Il construit rien, il sait rien construire, David Gordon Green, c'est quand même incroyable. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est-à-dire qu'un coup ils battent Michael Myers, puis après c'est Michael Myers qui les bat. Voilà. Et t'as envie de leur dire, mais ça fait 1 heure que tu m'enquiquines là, essayer de planter certains des personnages et tout. Fais-les se réaliser dans cette scène-là. Qu'est-ce qui se passe dans leur destin, eux, quand ils se confrontent à ce qui a hanté leur cauchemar pendant des années? Parce qu'en fait, se passe un truc dans ces personnages-là. Ils n'existent pas, ces personnages, non, en fait. Non, tu vois. Tu les suis pas, tu t'en fous, en fait. Tu vois, tu suis pas comme tu suivais une Laurie Strode où t'as aucun attachement à ces personnages. Ils ont été amenés de manière artificielle, de toute façon, donc à partir de là... Mais je pense, en fait, que déjà, t'avais raison de citer cette scène en soi, parce que cette scène annule justement déjà la scène finale. C'est-à-dire qu'en fait, le simple fait que tu vois comment les personnes peuvent se comporter en meute et ne pas en fait avoir des conséquences sur le fait que, et là je spoil, ils tuent un innocent. Alors là, en tout cas un fou, voilà. Ils vont pousser en fait pour situer, donc la foule s'amasse dans l'hôpital. Spoiler. La sirène et il y a vraiment une scène de foule, masse, quoi, ouais. Un effet de masse, tout le monde se précipite pour tuer, on sent qu'ils vont, s'ils mettent la main sur celui qu'ils pensent être Michael Myers, ils vont le réduire en charpie, et le pauvre mec acculé finit par sauter. Oh, pauvre mec, attends, il a dû faire des saloperies quand même, pour être là où il est. Alors, mais ça on le sait pas. On ne sait pas, mais il finit en tout cas par sauter par la fenêtre du je sais pas combienième étage de l'hôpital. Alors, d'après mes sources, il faudra que je recoupe, mais d'après mes sources, le suicide de ce personnage, c'était quelque chose qui était voulu par Carpenter à la base. Ouais, mais Carpenter, en fait, moi je sais très bien ce qui s'est passé sur un truc comme ça, c'est que les mecs ils lui ont filé le scénario, il était en train de jouer à Assassin's Creed. Il a posé sa manette. Tu vois, il a regardé, il a fait oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bien sûr, d'accord. Attends, c'est quoi? Il est où mon chèque? Il est là, d'accord, ok. Parce que en fait, le truc, si tu veux, c'est que Carpenter, il a plus rien à prouver, hein. C'est-à-dire que le mec, il l'a fait son film il y a 40 ans. Et en gros, il en a rien à foutre, quoi. Voilà, et puis non mais ça fait partie du personnage, c'est qu'à un moment donné en fait le mec il l'a toujours dit, j'ai bossé comme un mulet pendant 25 ans de ma vie minimum en fait à créer je sais pas combien de trucs etc. Voilà où j'en suis. Moi je m'arrête là. Voilà. Et si on me propose un projet un peu cool, et moi j'ai pas envie qu'il refasse du cinéma Carpenter parce que à mon avis il voudra plus en fait vraiment le faire. Mais là en fait ce qui est bien c'est qu'il fait la zik et la zik elle est très bien. Et je pense qu'il vit sa meilleure vie maintenant. Mais voilà c'est ça, lui il est très content et je pense qu'en fait il a validé parce que en gros de toute façon il demande son comment dire.
il lui demande son avis par espèce de déférence qui n'est pas dans le film au final, parce que c'est ça le truc, quoi. Et donc l'idée, en Moi, fait... ça me fait chier, hein, l'attitude de Carpenter, c'est un truc comme ça, personnellement. Ouais, moi, je me dis que c'est je suis contente pas que le ça lui débat, mais ça me rapporte fait de chier. l'argent aujourd'hui, tu vois. C'est peut-être pas le C'est-à-dire truc le que plus non, honnête, il a mais. pas besoin de ça, et puis en plus, je trouve Ça, que... bon. Je trouve bon, bref, c'est un autre débat, mais ça m'enquiquine. J'aime pas ce comportement-là et tout. Après, on peut satisfaire du truc en se disant, ouais, mais tu vois, il est badass et tout, du coup, il en a rien à battre et tout. Bah non, pour moi, c'est justement pas être badass. Ça me fait chier, en fait, que ce truc-là, il ait son assentiment, voilà. Enfin, indépendamment de ça, il a son assentiment. Enfin, tous les Halloween ont son assentiment de base, puisqu'en fait, c'est les personnages qu'il a créés. Donc le truc, C'est pas pareil, hein, ça marche comme ça aux États-Unis. Ça marche comme ça. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est qu'à partir du moment où t'as écrit un personnage, t'as une appartenance à ce personnage. Enfin, ce personnage t'appartient. Et en fait, en gros, tous les gens qui ont fait des Halloween, ils ont dû plus ou moins le faire, en fait, si tu veux, entre guillemets, avec l'assentiment de Carpenter. Ils touchent des royalties sur Halloween 4, hein. Sur Halloween 5 et tout, parce qu'en fait c'est sa création. Non, et le bien truc que je sûr, veux dire, c'est pas pareil, il est pas impliqué de la même façon. Mais il est pas impliqué, c'est-à-dire c'est un nom, c'est un prête-nom, c'est tout. En fait, il est pas impliqué, je veux dire... mais il est là aux premières, il fait encore une fois la promo, il est au générique. Oui, voilà. d'accord, mais bon, enfin le truc c'est qu'il te dit la même chose sur Fogg, tu vois, parce qu'il a donné son assentiment pour faire un remake de Fogg, tu vois. Moi ça me fait chier. Mais en fait, bon, indépendamment de ça, pour moi, et c'est d'ailleurs le même truc, c'est-à-dire je peux comprendre qu'on soit pas content, par exemple, qu'une suite comme ça elle annule les autres suites, mais à la fin en fait ces films-là ils existent. C'est-à-dire le Fogg de Carpenter, le remake, on s'en fout qu'il existe le remake de Carpenter, sur le Carpenter, parce qu'en fait tu peux voir l'original. Et là c'est pareil, si vous préférez Halloween 4 ou Halloween 5 ou je sais pas quoi, mais allez voir Halloween 4, Halloween 5. Là le problématique c'est que qu'est-ce qu'ils ont à proposer de neuf? Et dans ce qu'ils proposent de neuf, comme tu l'as pointé du doigt Clémence, le truc c'est que cette scène pour moi, en fait elle annule de toute façon l'intensité que pouvait avoir la scène finale justement. Et comme le dit Julien, dans cette scène c'est un coup il lui met un coup sur la gueule et puis en fait il se relève parce que t'as l'impression qu'il s'est laissé faire, et en fait il se relève et il leur met un coup sur la gueule, et c'est une manière de dire on va terminer le film là-dessus, sauf que tu sabotes peut-être la seule vraie bonne idée du film, tu vois. Alors après peut-être on peut peut-être préciser ça parce que tu l'as dit que c'était gore et tout ça, etc. Si vous voulez voir un film brutal, violent, machin, ça on peut pas dire qu'il l'est pas. Ah oui, mais, il est gore, clairement. Voilà, mais le problème en fait, si tu veux, c'est que il a pas. C'est rare, moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc aussi gorasse, quoi. Ouais, mais le problème en fait là-dedans, c'est que cet aspect immédiat, en fait, il est totalement tempéré par la façon dont t'as l'impression que les mecs se sentent un petit peu au-dessus du genre. C'est-à-dire que en gros. La problématique en fait du slasher, c'est que évidemment que tu vois, il y a plein de personnages qui sont de la chair à canon. Évidemment que c'est pas forcément la meilleure écriture, tu vois, de l'histoire du cinéma, etc., mais toute l'idée c'est que tu viens voir ça. Et en fait, là les mecs se disent ouais mais non, nous on va te présenter des persos. Et on va te faire des scènes en fait où les persos ils apparaissent, tu vois, et voilà, il y a cette scène en fait avec les mecs qui habitent, le couple homosexuel qui habite en fait dans la maison de Michael Myers là, Little John et Big John. Ces deux personnages là, il y a tout un truc où on les présente, ils sont en train de regarder un Cassavetes à la télé ou je sais pas quoi, et tu te dis mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Puisqu'en fait à la fin, spoiler, ils se font buter. Tu vois, donc en fait le truc c'est que d'un seul coup tu te dis mais en fait si vous étiez pas au-dessus du genre, si vous vous sentiez pas un petit peu pété, tu vois, vous vous rendrez compte que vous prenez juste beaucoup plus de temps qu'un film simple en fait pour raconter finalement la même chose, et c'est-à-dire littéralement la même chose parce que c'est exactement ce qui arrive à ces persos-là, c'est exactement ce qui arrive dans je sais pas moi, tiens Marie, donne-moi un slasher des années 80, tu vois. Interro surprise. Voilà, mais voilà, tu sais, non mais tu vois, j'en sais rien, tu vois, n'importe quel film des années 80, tu vois, de n'importe quel slasher de base, c'est la même chose, il se passe exactement la même chose. Donc à la fin, tu vois, pour moi, le souci, c'est là où, en fait, il y a un truc. Le slasher, c'est censé être un truc, et Carpenter, il a proto-créé le truc, en fait, si tu veux. C'est-à-dire, tu pars d'un point A à un point B, t'as 15 morts. Voilà. Et en fait, en gros, si tu veux, c'est ça que t'es venu voir. J'ai envie de dire presque, c'est comme un porno, quoi. Tu vois, tu viens voir les scènes, quoi. Sauf que le truc, si tu veux, c'est que globalement, tu peux faire vraiment de la mise en scène, tu peux faire vraiment tu peux travailler sur ce truc-là. Les mecs, en fait, non, ils se bouchent un petit peu le nez, en fait. Mais moi, j'ai l'impression que le gore vient combler ce manque de mise en scène sur ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, où toute la mise en scène de Michael Myers faisait qu'on avait peur de ce personnage. Là, en fait, il y a une surenchère dans le gore pour dire, regardez, c'est un personnage qui fait peur. Et je trouve que ça dénature un peu le personnage. Déjà, dans le précédent, il y avait je crois une scène où il sortait je crois que c'était dans le garage ou dans les toilettes, là où il sortait, il regardait à droite à gauche si on l'avait vu, et en fait Michael Myers, c'est pire, faut en parler un peu, ouais, et Michael Myers en fait c'est pas ça du tout, il regarde pas à droite à gauche, et bah ouais, en fait mais c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait c'est un personnage qui va d'un point A en point B, son point B c'est Laurie Strode, et en fait il tue tous les gens, mais il les tue
pas parce qu'il est sadique ou quoi, il les tue parce qu'en fait ils sont en travers de son chemin. Et là, il y a des meurtres qui sont mis en scène par lui, où par exemple il va chez un couple et il joue un peu au chat et la souris avec eux, il tue. C'est en fait, incroyable, cette scène, c'est clair. il dépose la femme qui est en train d'agoniser et face à son mari qui lui est en train de tuer et qui poignarde une dizaine ou quinzaine ou je sais pas combien de fois. Et en fait, avec ce côté un peu sadique et tout, et Michael Myers, c'est pas ça, quoi. C'est vraiment la force brute qui va défoncer un personnage et qui s'en va, quoi. Par exemple, ouais, quoi. c'est ça. En fait, moi, c'est ce que je me disais. J'ai l'impression qu'il est devenu un peu Jason, aussi quoi. à un moment, hein, j'ai pas rêvé. Où il a appris à conduire, ça, quoi. c'est aberrant. Enfin, je me dis, parce que tu passer son permis en prison. C'est le pinacle. Il conduit pas très longtemps. Il a pas compris. Il conduit pas très bien. Il a pas compris. Mais il y a un truc qui est intéressant dans David Gordon Green. Moi, j'ai écouté quelques interviews en préparation du podcast. Il y a deux trucs qui me choquent chez lui, en fait, dans ce qu'il déclare. La première, c'est que ce qui lui fait peur, il dit c'est les chats. Donc ça m'a beaucoup choqué, parce que les chats, moi, j'adore. Et le deuxième truc, mais qui est plus intéressant pour le podcast, c'est qu'on lui pose la question, est-ce que Michael Myers est réel ou est-ce que c'est un être surnaturel ? Et lui, il dit non, il est réel. Et moi, je lui dis, mais tu ne sais pas, en fait. Il faut que tu saches que tu ne sais pas. Il faut que tu aies l'honnêteté de dire que tu ne sais pas. C'est ça qui est important chez Michael Myers. C'est que tu finis Halloween et tu te dis, bah en fait, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il est surnaturel, mais je ne suis pas sûr. À plus forte raison dans la façon dont il est censé finir celui-là. C'est-à-dire dans celui-là, toute l'idée finale, parce que ce que Clémence dit littéralement dans son intro, c'est le mal absolu. Mais ça, c'est depuis le premier. Mais bien on sûr. le sait. Mais là, on te le surligne. Mais c'est même pas contre le surligne, c'est qu'en fait, on te le dit à la fin. Au fait, spoiler, c'est le mal absolu. Tu vois, vous pouvez pas le tuer. Et là, tu fais, mais on le savait, ça. C'est pas Hannibal Lecter, c'est ça, en fait, le truc aussi de Michael Myers. Il faut réfléchir quand tu t'empares d'un sujet pareil. Qu'est-ce qui définit ce personnage-là ? Qu'est-ce qui définit Michael Myers ? Michael Myers, c'est un monolithe et tu ne sais pas, qui est tellement, justement, un personnage tellement monolithique littéralement que tu ne sais pas s'il est réel ou c'est une émanation du surnaturel ou c'est la grande faucheuse personnifiée, quoi. Tu ne sais pas. Moi, j'ai trouvé ça incroyable que le réal réponde là-dessus, qu'ils disent non, pour moi, il est réel, c'est juste qu'il est très résistant et tout. Je me suis dit, bah voilà, là, il y a un vrai gros problème en fait de positionnement du mais surtout qu'en fait, de toute façon, la question s'est posée à travers tous les autres films. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment dire, je veux dire, même si lui, dans sa tête, il efface les films, il les efface pas vraiment non plus, parce que globalement, en gros, toute l'idée que, alors, je sais plus exactement comment ça fonctionne dans celui-là, mais l'idée que Laurie Strode soit sa sœur dans la franchise, ça vient à partir du 2. C'est dans le 2. Voilà. Ça, mais comme il l'a effacé dans le premier, hein. Il l'a balayé dans le premier, parce que même il semblait qu'il y avait une question qui était posée. Tu fais, mais pose pas la question si tu t'en prends littéralement au premier. En fait, je comprends pas. En fait, si tu t'arrêtes là, si tu dis aux gens, écoute, mon film, moi, tu le regardes, tu regardes le premier Carpenter, tu regardes le mien. Voilà. Les autres, tu les oublies. Tu vois, les Dwight Little, les machins, les trucs, tu les oublies. Tu vois, donc les Tommy Lee Wallace, les machins trucs, quoi. Donc le truc, si tu veux, c'est que, ok, tu vois. Donc pourquoi est-ce que tu reprends en fait un truc qui était dans Halloween 2, ou pourquoi est-ce que tu reprends un truc qui traitait ensuite dans Halloween H20, qui ensuite traitait dans, tu vois, etc. Et tous ces films-là, en fait, je veux dire... Non, aussi... il l'évoquait de façon plutôt habile par les journalistes, si mes souvenirs sont bons, dans le premier, en disant et on a dit qu'elle avait ce lien-là, et elle dit non, mais ça c'est une rumeur, comme ça. Mais parce qu'il y a quand même l'idée qu'elle dit, il vient me chercher, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, dans celui-là, ils disent finalement, non, il vient pas te chercher, mais en fait. Ça s'est expliqué par son trauma, en fait. Ouais, mais voilà. Et donc, alors, oui, alors, c'est la problématique, en fait, de faire pareil, en fait, en termes d'écriture, tu vois, parce que le problème, c'est que c'est un film qui est très écrit, mais c'est un film, tu as l'impression qu'en fait, c'est un premier jet. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas une seconde où tu te dis, mais si vous allez chercher Jamie Lee Curtis et que vous faites un film qui se passe littéralement 5 minutes après le premier, quand elle s'est fait ouvrir le bide ou je sais pas quoi, qu'elle doit se faire opérer, même si vous promettez la grande confrontation dans le prochain, en fait, le film, il délivre pas, là. C'est ça, c'est qu'en fait, moi, j'en ai marre de voir des films qui sont un premier film d'exposition, un deuxième film de continuité, avant le troisième. En fait, moi, je veux des films qui puissent se regarder tout seuls et qui livrent ce que doit livrer un slasher, en fait. Et à plus forte raison, en fait, dans l'idée que pourquoi est-ce que celui-là, il devrait impérativement se passer juste après la nuit, du précédent, enfin, juste dans la continuité de la nuit. Et pourquoi ? Parce qu'il a annoncé que le prochain, il y avait un gap de 4 ans. Et qu'on arrivait à notre... c'est-à-dire, il se passera en 2022. Parce qu'ils l'ont tourné avant le Covid, en fait, c'est celui-là. Mais... Et qu'il a vraiment été tourné dans la foulée du premier. Donc... Non, mais c'est débile, hein, comme je t'explique juste le contexte. Mais tu m'expliques qu'en fait, les mecs, ils ont pas du tout pensé à l'écriture du scénario, quoi. C'est ce que je dis, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ils auraient décidé que ça se passe 1 an après.
dans la logique des choses, si tu veux, et que en fait Michael Myers revient d'une manière ou d'une autre, si tu veux, en gros on aurait pu avoir une vraie confrontation de nouveau avec Jamie Lee Curtis. C'est quand même censé être la raison d'être en fait de cette suite reboot, je sais pas quoi, tu vois, c'est d'avoir la confrontation entre Michael Myers et Laurie Strode, quoi. On en avait on pouvait en douter justement de cette incompréhension qu'a David Gordon Green du chef-d'œuvre de Carpenter sur le précédent, mais là c'est vrai que là ça le confirme, quoi. Le mec, t'as vraiment l'impression qu'il a rien compris au film, comme on dit. Donc voilà. Et puis et juste pour terminer aussi sur le couple d'homo et tout, avec une sous-utilisation de cette maison quand même hyper iconique. Je veux dire, à un moment, il va quand même faire un truc sur le plan séquence, quand même, merde. Enfin, je veux dire, la maison de Michael Myers d'enfance, c'est le plan séquence d'ouverture d'Halloween. Tu travailles autour de ça. Enfin, moi, ça me semble, c'est le b.a.-ba du truc, quoi. Carpenter, il aurait dû leur dire, là, entre deux parties d'Assassin's Creed, même la tête complètement noyée sous les bedeaux, quoi. Je veux dire, c'est le truc de base, quoi. Tu fais un truc comme ça, tu le fais à l'envers, j'en sais rien, moi. Mais fais quelque chose là-dessus. Il n'y a rien sur cette maison d'enfance. Non, mais en fait, ça appelle juste plein de trucs en mode fanservice, où on ramène des personnages du premier, où on ramène des scènes du premier, la maison du premier, mais en fait, on n'en fait rien, quoi. T'es fan de ces persos, toi, Marie ? Ah, mais non, pas du tout. C'est des tentatives non, mais c'est des tentatives de fanservice. Non, mais elle parle de la maison. Non, mais c'est essayer de raccrocher des trucs pour dire aux gens, regardez, on est dans la suite du premier, on est dans la continuité. T'as l'impression que c'est un film d'un mec qui a une réelle cécité en fait sur la mythologie qu'il est en train de manipuler, qu'il est un peu en train de se cogner sur les murs un peu partout en cherchant sa voie là. Voilà, c'est pas mal cette métaphore. Je la réutilise. Qu'est-ce que t'en penses, Clémence ? Ça sera une parfaite métaphore pour conclure. Si vous voulez, malgré ça, vous faire votre propre avis, Halloween Kills, c'est sorti en salle le 20 octobre. Mais allez voir Le Peuple Loup de Tom Moore plutôt, ça c'est bien. Ça c'est un grand film. Ouais, mais la musique elle est cool, hein, de Halloween Non, Kills. et puis je pense que si les gens veulent voir des meurtres gore, je pense qu'il y a un public qui peut être aussi satisfait par ça, tu vois. Et si vous voulez voir du cinéma dans Le Peuple Loup, il y en a plein, quoi. Et puis à propos de John Carpenter, si vous voulez voir un autre de ses films très bon aussi, et que vous habitez en Ile-de-France, la prochaine séance Capture Mag, ça sera Invasion Los Angeles, et ça se passera le 30 octobre au Club de l'Étoile. On ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. Sale temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Stéphane, merci. Merci à toi. Merci Clémence. Merci aussi Alain à la technique. Mais de rien. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suivez déjà, un petit rappel, on a changé de flux pour ce podcast. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, vous retrouverez tous les liens dans la description de l'épisode. Si cette émission vous a plu, vous pouvez aussi nous donner un coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Capture Mag. Enfin, il y a plein d'autres façons de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. Salut! Restez pas là,